Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, lutte contre le terrorisme. Le nouveau gouvernement burkinabé favorable à une coopération internationale et ou régionale. La situation sécuritaire est de plus en plus alarmante dans le pays où 40% du territoire est sous le contrôle des djihadistes. L'Union africaine et la communauté d'Afrique de l'Est extrêmement préoccupées par la détérioration des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce dimanche, les deux entités ont appelé au dialogue entre les deux parties. Rappelons que samedi 29 octobre, Kinshasa a décidé d'expulser l'ambassadeur rwandais de son territoire. Et puis, l'ONU milite pour le renouvellement de l'accord assurant la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes. Un accord vital pour la sécurité alimentaire mondiale. Rappelons qu'avant cet accord conclu en juillet, le blocage des exportations en raison du conflit russo-ukrainien avait provoqué une flambée des prix alimentaires, faisant craindre des crises alimentaires dans le monde et notamment sur le continent africain. Mais tout d'abord, le roi Mohamed VI ne se rendra finalement pas au 31e sommet de la Ligue arabe qui s'ouvre ce mardi 1er novembre dans la capitale algérienne, Alger. Le souverain marocain sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. D'autres chefs d'État ne seront également pas présents à ce sommet, à l'instar du roi de Jordanie, du prince héritier d'Arabie Saoudite ou encore du président des Émirats Arabes Unis. Sur le plan politique, plusieurs dossiers importants seront abordés, parmi lesquels la crise libyenne et la réforme de la Ligue arabe. Sur le plan économique, la grande zone arabe de libre-échange, la sécurité alimentaire, l'industrie, le développement de l'investissement ainsi que les partenariats entre les pays arabes seront à l'ordre du jour. Au Burkina Faso, le nouveau gouvernement de transition redouble d'efforts pour tenter de répondre à l'urgence sécuritaire dans le pays, contrôlé à 40% par des groupes djihadistes. La nouvelle équipe gouvernementale menée par le Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tembela s'est dite favorable à toute coopération internationale ou régionale qui lui permettrait d'atteindre cet objectif. Philomentine. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kielem de Tembela, fait savoir que la priorité des nouvelles autorités de transition est de multiplier les actions pour renforcer et améliorer la sécurité du territoire national. Elles ambitionnent également de procéder à une meilleure distribution des richesses au profit des populations. En proie à l'instabilité sécuritaire due à l'augmentation des attaques des groupes armés, le Burkina Faso fait face depuis 7 ans à une crise sécuritaire. Ce qui préoccupe le président à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que les vies soient sauves. Que chaque jour qui passe, nous n'ayons pas à déplorer encore des morts, des victimes du terrorisme. Ensuite, nous verrons par la suite comment on peut procéder, n'est-ce pas, à une meilleure redistribution des richesses du Burkina au profit de tout le monde. Mais ça, c'est aussi un de nos objectifs. Et comme vous l'avez bien précisé, la première priorité, c'est la guerre contre le terrorisme. Au Burkina Faso, la coopération internationale en matière de sécurité est au menu de tous les échanges. En effet, depuis le coup d'État du 30 septembre 2022, des voix s'élèvent pour demander le départ du partenaire français et le renforcement de la coopération militaire avec la Russie. Le Premier ministre Apollinaire Kielem de Tembela s'est dit ouvert à toute coopération internationale loyale, notamment avec les pays africains voisins, en vue d'une coopération sous-régionale réussie. Nous sommes convaincus que c'est à nous de défendre notre pays. Nous sommes convaincus que personne ne peut faire le bonheur des Burkinabés à leur place. Donc c'est aux Burkinabés d'abord de défendre leur territoire. Si quelqu'un vient défendre ce territoire à notre place, vous pensez qu'il va nous laisser notre souveraineté? Nous appelons tous les Burkinabés à s'engager sans discrimination d'âge ni de sexe pour la défense du territoire. Et c'est pour cela que cette opération de recrutement de 50 000 VDP est lancée.
Le Burkina Faso est dans une spirale de violence attribuée à des mouvements terroristes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait des milliers de pertes en vie humaine, d'où la nécessité pour le gouvernement de transition de renforcer ses unités militaires avec le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils de l'armée pour intensifier la lutte contre le terrorisme. Dans une décision historique, la Cour pénale internationale a condamné ce lundi 31 octobre 3 membres d'un groupe armé centrafricain pour crimes contre l'humanité. Les 3 miliciens ont été condamnés à des peines de prison allant de 20 ans à la perpétuité. Issa Saleh Adoum, Ousmane Yaouba et Tahir Maramat ont été accusés d'avoir participé à une attaque du groupe armé 3R en mai 2019 au cours de laquelle 46 villageois du nord-ouest de la République centrafricaine ont été massacrés. Issa Saleh Adoum a notamment été condamné à la perpétuité. La Centrafrique, l'un des pays les plus pauvres et les plus instables du continent africain, a plongé dans la guerre civile en 2013. La violence a diminué en intensité en 2018, mais pas plus tard qu'au début de 2021. Les 2 tiers du pays étaient aux mains de groupes armés issus du conflit. Le 3R est l'une des plus puissantes de ces milices. L'Union africaine et la communauté d'Afrique de l'Est appellent à la désescalade des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi qu'au rétablissement du dialogue entre les 2 pays. Le 29 octobre, un conseil de défense d'urgence convoqué par le président congolais Félix Tshisekedi a conclu à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega du pays. Accusé de soutenir les rebelles du M23, l'émissaire rwandais avait jusqu'à ce lundi pour quitter le territoire congolais. Le point sur la situation avec Nathalie Mo. L'Union africaine appelle à un cessez-le-feu à l'est de la République démocratique du Congo après une nouvelle rupture du processus de normalisation des relations entre la RDC et le Rwanda. Le 29 octobre 2022, un conseil de défense d'urgence présidé par le dirigeant congolais Félix Tshisekedi a conclu à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega du pays. Accusé de soutenir les rebelles du M23, l'émissaire rwandais a été enjoint de quitter la RDC au délai du 31 octobre 2022. Monsieur Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qu'il instrumentalise à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale. La communauté d'Afrique de l'Est, dont la RDC et le Rwanda sont membres, a exhorté les parties à mettre fin à l'escalade et à s'engager pour des pourparlers dirigés par le Kenya. Le 30 octobre 2022, le président angolais João Lourenço a dépêché un émissaire en RDC pour la mise en place de la feuille de route de Luanda signée le 7 juillet 2022 entre le Rwanda et son voisin congolais. À œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Je crois que c'est ce qu'il faut. C'est ce qui vaut la peine, c'est ce qu'il faut qu'on cultive, nous tous, parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. L'expulsion de l'ambassadeur Vincent Karega de la RDC, une décision regrettable, a réagi le gouvernement rwandais dans un communiqué le 30 octobre 2022. Le Rwanda estime être pris pour bouc émissaire par la RDC qui refuse de reconnaître ses échecs en matière de gouvernance et de sécurité. Le gouvernement préoccupé par l'escalade de la violence en RDC a annoncé le renforcement de la sécurité à la frontière commune entre les 2 pays. Le Rwanda dit craindre une éventuelle circulation d'armes lourdes dans la zone frontalière avec la RDC. Après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le Bénin met en place une 2e juridiction spéciale. Le pays s'est doté d'une cour spéciale des affaires foncières. Les litiges domaniaux sont légion du fait de la poussée démographique et de l'extension des agglomérations dans les localités périphériques des centres urbains, notamment Cotonou et Abomey-Calavi. La mise en place de cette nouvelle juridiction vise à résoudre cette problématique qui freine les investissements publics et privés. Reportage de notre correspondant Leftiounou.
Au Bénin, la promulgation le 19 octobre de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières par le chef de l'État Patrice Talon suscite des débats. La Cour spéciale des affaires foncières, créée à l'initiative du gouvernement, constitue un outil de la mise en œuvre des réformes foncières. Malgré les innovations du code foncier et domanial en matière de gestion du contentieux, l'insécurité foncière demeure et représente un frein à l'investissement public et privé. Dans le cadre de la poursuite de la dynamique de spécialisation des juridictions et de leur personnel, la Cour spéciale des affaires foncières instituée est habilitée à connaître des opérations réelles immobilières ainsi que celles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique au Bénin. Il y a beaucoup de démarcheurs qui volent beaucoup de parcelles. Il y a des gens, ils fabriquent comme, le papier d'achat pour la mairie, pour vendre des parcelles. C'est ça qui est dangereux. Je pense que c'est bon de commencer quelque part. Après, le gouvernement va prendre soin au fur et à mesure de corriger et de l'étendre pour les autres communes. La Cour spéciale des affaires foncières du Bénin est dotée d'un double degré de juridiction. Aussi dispose-t-elle d'une chambre des appels, d'une chambre de première instance, d'un parquet et d'un greffe. Dès son installation, les procédures foncières en instance dans 7 des 77 communes du Bénin situées au sud du pays seront transférées à cette juridiction spécialisée, à l'exception des affaires en délibéré. L'État du Bénin veut affirmer, veut montrer donc sa détermination pour avoir la maîtrise du foncier donc, dans le ressort du territoire, mais également pour faire en sorte que les décisions de justice, les procédures de libération, les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique dans ce périmètre également soient conduites donc, avec toute la célérité, avec toute l'attention requise pour que ça ne fasse pas traîner donc, les investissements. A noter que le livre blanc de la politique foncière et domaniale du Bénin a posé un ensemble de diagnostics et solutions liés à l'état des lieux du foncier dans le pays. Le code foncier et domanial du Bénin en vigueur depuis 2013 a connu une modification en 2017. Les divers instruments adoptés ont permis la mise en place d'un nouveau cadre institutionnel de gestion du foncier et des mécanismes de règlement des conflits fonciers, notamment la création au niveau des tribunaux des chambres du droit de propriété foncière. L'accord trouvé le 22 juillet entre l'Organisation des Nations Unies, la Turquie, la Russie et l'Ukraine pour la reprise des exportations de céréales depuis les ports ukrainiens arrive à échéance le 19 novembre prochain. Cependant, les récents développements du conflit russo-ukrainien font peser des menaces sur son renouvellement. Samedi 29 octobre, la Russie a en effet annoncé son retrait de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Un accord jugé vital selon l'ONU pour la sécurité alimentaire mondiale. Son non-renouvellement pourrait aggraver la flambée des prix des aliments de base en Afrique. Eugène Chema. Accusant l'Ukraine d'avoir attaqué ses navires, la Russie a annoncé samedi 29 octobre la suspension de l'accord d'exportation des céréales via les ports ukrainiens. Pour l'Organisation des Nations Unies, cette mesure, couplée à un éventuel refus de renouveler l'accord à l'échéance le 19 novembre, entraînerait des risques pour la sécurité alimentaire mondiale. L'Organisation des Nations Unies se dit inquiète. Le secrétaire général est profondément préoccupé par la situation actuelle concernant l'initiative céréalière de la mer Noire. Le secrétaire général continue d'entretenir d'intenses contacts visant à mettre fin à la suspension par la Russie de sa participation à l'initiative céréalière de la mer Noire. Le même engagement vise également le renouvellement de la mise en œuvre intégrale de l'initiative visant à faciliter les exportations de denrées alimentaires et d'engrais d'Ukraine ainsi que la suppression des obstacles restants aux exportations de denrées alimentaires et d'engrais russes. Selon les données du Centre de coordination conjointe, structure mise en œuvre pour piloter l'initiative céréalière de la mer Noire, depuis le 22 juillet, environ un tiers des exportations de céréales lancées depuis les ports de la mer Noire sont allées à des pays à revenus faibles et moyens, dont l'Égypte, le Kenya, le Soudan, la Somalie, Djibouti, la Tunisie. L'ONU estime que la reprise des exportations a contribué à la baisse du prix du blé et d'autres produits de base, empêchant 100 millions de personnes de tomber dans l'extrême pauvreté. Pour l'Ukraine, la suspension des exportations de céréales entraînerait des conséquences dans diverses régions du globe, dont l'Afrique.
Nous travaillons chaque jour pour protéger notre initiative d'exportation de céréales. Il est évident que la Russie a l'intention d'exacerber à nouveau la crise alimentaire mondiale, de faire renaître la menace d'une famine à grande échelle. Et ce n'est pas seulement un problème commercial, c'est une détérioration de l'accès aux aliments pour des millions de personnes et la menace d'une augmentation encore plus importante des prix de produits essentiels sur différents continents, tant en Afrique qu'en Asie et en Europe. Le non-renouvellement de l'initiative céréalière de la mer Noire créerait un contexte mondial d'incertitude, favorisant la spéculation et la thésaurisation, facteur d'une hausse des prix des produits de base. L'ONU y voit également un risque de famine, certaines des cargaisons expédiées via les ports ukrainiens étant destinées au programme alimentaire mondial pour l'aide alimentaire d'urgence à destination des pays de la Corne de l'Afrique et du Yémen. En Éthiopie, par exemple, près de 10 millions de personnes sont officiellement confrontées à l'insécurité alimentaire dans des zones touchées par la sécheresse. 30 ans après, la cérémonie du Ballon d'Or camerounais a fait son grand retour ce samedi 29 octobre au Palais des Congrès de Yaoundé. Cérémonie qui a vu le triomphe du club phare du Septentrion, le Coton Sport de Garoua. Son capitaine Marou Soaibou a notamment été sacré Ballon d'Or. Chez les dames, le milieu de terrain, Monique Ngok a été élue meilleure joueuse de l'année. Retour en images sur cette première édition dans ce reportage de Christian Djimade. Marou Soaibou et Monique Ngok remportent les trophées de Ballon d'Or de la saison 2022. Ils ont reçu leur récompense le 29 octobre 2022 au cours d'une cérémonie de remise des prix organisée au Palais des Congrès de Yaoundé par la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Je vais continuer de travailler et c'est grâce aussi à mes joueurs, ce que j'ai obtenu aujourd'hui. Je vais continuer de travailler et gagner celui de demain. Pour mon carrière, sans vous mentir, chaque jour que je pars aux entraînements, je sais que ça va me motiver. Chaque matin, je dois voir ça. Et ça va me motiver de plus pour gagner encore celui de demain. Le Coton Sport de Garoua, vainqueur du championnat et de la Coupe du Cameroun, remporte le plus de trophées. En plus du Ballon d'Or, l'équipe de la région du Nord a vu son coach Gabriel Aman sacré meilleur entraîneur, le milieu de terrain Patient Wassou distingué meilleur espoir de l'année et le dirigeant Fernand Sadou meilleur président de club. Je peux déjà vous dire que franchement, il y a eu la qualité du championnat cette année. Il y a eu une très bonne organisation. Et franchement, ce qui ressort cette année, c'est la qualité. Et je tiens à tirer un coup de chapeau à la FECAFOOT de continuer dans ce sens, de développer le football camerounais et de hisser le football camerounais un peu plus haut. Ça fait beaucoup chaud au cœur, ça fait beaucoup plaisir. Et, je suis un président comblé. Parce que c'est en quelque sorte la résultante d'un travail abattu depuis plusieurs années, je peux dire, et plusieurs mois. Et cette consécration nous amène nous motive quoi, et nous amène à travailler plus. Les awards du football camerounais n'avaient plus été organisés depuis plusieurs saisons. Son retour est salué par les acteurs du football au Cameroun. Je dirais que c'est sur la carte de visite, c'est très important d'avoir été le meilleur ou la meilleure pendant une période. Une saison, c'est très long. Vous savez, le joueur du match, c'est une chose, mais ça ne reflète pas nécessairement la qualité intrinsèque, la qualité globale d'un joueur, d'une joueuse. Réussir après une saison à se retrouver comme étant le meilleur, je pense même aux arbitres, aux entraîneurs, c'est quelque chose de particulier. Ça méritait célébration et c'est le cas. Et le Cameroun mérite de très belles choses en football et c'est normal qu'il y ait ce genre de célébration. La cérémonie des awards a drainé du bon monde au Palais des Congrès de Yaoundé. Membres du gouvernement, joueurs du championnat, anciens internationaux et fans du football se sont retrouvés au Palais des Congrès pour une cérémonie grandiose. Le rendez-vous a été pris en 2023 pour la prochaine édition. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.